Zemmour, Éric Zemmour, après tout, si ce type ne disait que des contre-vérités, des conneries, si ces raisonnements ne dérangeaient personne, on ne parlerait pas tant de lui. Il faut dire qu'il est toute voile dehors, Zemmour, depuis quelques lustres maintenant, face au vent de la bien-pensance. Bien-pensance de gauche, bien sûr, mais aussi du centre et même de droite. Enfin, face à la France, quoi. Cette France, vous savez, celle des élites, comme on dit, qui, pour ne pas choquer, se tait, évite les questions, fait semblant de ne pas voir les problèmes qui sont devant son nez. Un nez qui commence pourtant sérieusement à saigner, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et s'insurge, cette France, dès qu'on lui dit l'inverse. Non, selon cette France, celle à laquelle Zemmour donne de l'urticaire, il n'y a pas de problème d'immigration, pas de problème avec l'Union européenne, pas de problème avec l'Occident, l'Orient, pas de problème dans les banlieues, pas de problème avec l'islam, pas de problème culturel, identitaire, pas d'antisémitisme, pas de déclin, en un mot, pas de suicide français. Le titre d'un de ses livres. Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec Zemmour, mais il faut l'entendre, et même l'écouter, je crois, attentivement. Et en tout cas, il ne faut pas le censurer sous peine un jour de nous réveiller en nous disant, comme ceux qui décrétèrent que les prédictions de Cassandre ne devaient jamais être crues, mon Dieu, c'est trop tard. Venez, Éric Zemmour nous attend. Comment ça va? Bonjour. Bon, Éric, je vais vous dire tout de suite quelque chose. Vous êtes bon à l'oral, mais vous êtes meilleur à l'écrit. Ah, c'est gentil, merci. Parce que le destin français est un livre qui est un livre de référence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dedans. Bon, on peut ne pas être d'accord avec tout, mais en tout cas, chaque sujet est traité avec une forme d'honnêteté et avec passion. Et je vais me dire intelligence, mais je veux pas trop mais flagorner. Gentil, ça va maintenant. À part l'intelligence, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Je vous sens, à chaque fois que je vous vois sur un plateau, je vous sens tendu comme un arc. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est pas que je suis tendu comme un arc, c'est qu'en général, sur un plateau, on passe son temps à m'agresser, et donc je suis concentré, et donc je m'attends à répondre, donc tout bêtement ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est évidemment le sort de la France, et de l'Europe en général, mais en particulier de la France, parce que je pense que on est en avance, si j'ose dire, dans le suicide, ce que j'ai appelé le suicide français. On est en avance sur l'Europe. C'est comme d'habitude, si j'ose dire. Vous savez, il y avait une phrase terrible de Joseph de Metz, que vous savez, le grand théoricien réactionnaire. Et après la Révolution, il disait cette phrase, il disait « Jamais », vous pouvez parler de la France évidemment, « on ne vit nation plus facile à tromper, plus difficile à détromper, et plus puissante à tromper les autres. » Et alors, cette phrase me hante, parce que je pense que lui, il parlait évidemment de la Révolution, il était furieux contre la Révolution, mais je pense que c'est le génie français pour le meilleur et pour le pire. Et là, on est encore là-dedans. Alors là, est-ce que c'est seulement le génie français? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est quand même dans un basculement de civilisation d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a qu'on l'ait voulu ou pas, c'est comme une autodestruction. C'est-à-dire que c'est comme le suicide français était presque plus fort comme titre que le destin français. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce je le vois dans nos élites, je le vois moi dans les émissions que je regarde à la télévision, dans les papiers que je lis, et évidemment le poisson pourrit toujours par la tête. Donc je le vois dans les élites qui se laissent comme ça embarquer sur des fausses voies, sur des mauvaises voies, et qui vont nous dire dans quelques années je m'étais trompé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Même pas. Ils ne vous diront même pas je m'étais trompé. Ils vous diront de toute façon c'était inéluctable, on ne pouvait pas faire autrement. Alors c'est faux. Vous pouvez faire autrement. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour réagir? D'abord, il faut poser le diagnostic. Parce que si on ne pose pas le diagnostic, on ne peut pas réagir. Vous comprenez? Moi, je peux vous dire demain ce qu'il faudrait faire, mais c'est idiot. Si on pose, on va se dire, mais il est complètement fou. Il sort des trucs comme ça. On le dit souvent. On le dit souvent, mais en fait, je ne suis pas fou du tout. Mais simplement, j'essaie de poser le diagnostic. On comprend bien ce qui se passe. On a l'Europe, et les États-Unis, l'Occident. Il faudrait revoir sur cette notion d'Occident, mais peu importe. Ont engagé un mouvement de fond qui s'appelle la mondialisation, que les anglo-saxons appellent
appelle beaucoup plus pertinemment la globalisation. Parce que la mondialisation, vous comprenez, on vous répondra avec raison qu'il y a toujours eu des échanges entre les hommes, il y a eu Marco Polo, il y a eu, vous voyez ce que je veux dire, on a toujours alors que la globalisation, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui met tout le monde plat. Voilà, vous avez compris. Oui, absolument. Donc les anglo-saxons ont raison là-dessus, c'est plutôt une globalisation. Qu'est-ce que c'est la globalisation? C'est l'abandon de toutes les frontières, le fait que tout se soumet au marché, tout est marchandise, tout se transforme en marchandise, et les hommes sont indifférenciés. Et donc, il y a, si vous voulez, deux conséquences majeures à ça. Un, la montée, sur le plan géostratégique, la montée en puissance de la Chine. Hein, vous voyez, comme puissance mondiale émergente. Et l'Inde derrière. Oui, mais l'Inde n'est pas menaçante, alors que la Chine menacera l'hégémonie américaine. Vous voyez, on est, d'après moi, dans un système qui ressemble à la veille de la guerre 14, c'est-à-dire, vous savez, où il y avait une puissance impériale maritime dominante, qui était l'Angleterre, et une puissance continentale montante, qui était l'Allemagne. Et quand l'Allemagne a commencé à faire une monnaie, une marine équivalente à celle de l'Angleterre, l'Angleterre a dit stop, et on a eu la Première Guerre mondiale. Là, je pense qu'on est dans un système qui monte comme ça, avec économie plus marine. Les Chinois font, je crois, on m'a expliqué, l'équivalent de la marine française tous les ans. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous voyez, bon, ça c'est sur le plan géostratégique, tout le monde comprend, on voit bien les réactions de Trump, on comprend tout ça. Précédé par celle d'Obama d'ailleurs, hein, vous savez, Obama avec son air pacifiste, en fait, il avait lui aussi une stratégie de containment contre les Chinois. Passons. Et puis vous avez l'autre conséquence, qui est ce que j'appellerais la globalisation par le bas, la mondialisation par le bas, qui est l'arrivée des populations du Sud en Europe. Vous voyez, c'est un double mouvement. Il y a un mouvement de contestation de l'hégémonie occidentale et de son chef, l'Amérique, par la Chine, et il y a un mouvement de subversion par la démographie qui vient du Sud, hein, et qui monte vers le Nord. Et ce mouvement est déjà terrible en soi par le nombre. Vous savez, je cite toujours cette phrase de Engels, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. C'est-à-dire que, en soi, que les gens du Sud viennent en Europe, ça pose aucun problème. Nous-mêmes, on en vient du Sud. Complètement. Vous voyez, donc, à la limite, ça serait ridicule de notre part de critiquer des gens qui nous ressemblent beaucoup. Complètement. Sauf qu'à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et donc, cette quantité prend comme étendard l'islam. C'était pas écrit, hein, ça aurait pu être autre chose, hein, mais c'est l'islam. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Pourquoi j'appelle ça coloniser? Parce que, pour une raison simple, qu'est-ce qu'un immigrant? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « Mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé. » Vous voyez, c'est à Rome fait comme les Romains. Alors, on me reproche assez, on donne des prénoms français à ses enfants, on habille ses enfants, on veut qu'ils soient bons à l'école pour qu'ils puissent... Oui, c'est tout le début de votre bouquin. Voilà, comme on faisait avant. Ça s'appelle des immigrés. Je m'y suis reconnu complètement. Voilà. Évidemment, tout le monde s'est reconnu. Vous savez, tous les gens m'appellent, me disent dans la rue, mais c'est moi, mon père était italien, mon père était espagnol. Tout le monde s'en voulait être français, mes parents parlaient arabe et espagnol, et ils n'ont jamais voulu m'apprendre. Voilà, comme chez moi. Exactement. Mon père parlait très bien arabe. Mais ce qui est dommage, d'ailleurs, mais oui, c'est ce qu'on dit. Ma mère interdisait de parler arabe. Et mon grand-père ne faisait parler arabe qu'en insultant ma grand-mère. C'était le seul moment où il se lâchait. C'était les mots de bénédiction et les insultes. Exactement. Voilà. C'était très drôle. Alors, donc, c'était le folklore. Voilà, les langues étrangères, c'était le folklore. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants, ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays, ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Vous voyez, tout ça. Donc pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Il va se faire un État dans l'État. Exactement. Et petit à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est l'État. Vous savez que vous, sans le savoir ou peut-être en le sachant, vous avez repris la formule de Richelieu. L'État dans l'État. Et Richelieu trouvait ça intolérable et il l'a fait payer très cher aux protestants parce qu'il les accusait d'être un État. Mais sans insulter certains dont certains sont nos amis, les arabo-musulmans qui sont en France. Comme j'insulte personne. Mais
est-ce qu'on ne peut pas leur faire comprendre ça, que en fait, la France est un pays laïque, ce pays que nous on a aimé, est un pays où il y a une chose qui m'a beaucoup frappé d'Angers à un moment, vous disiez, à mon époque on disait pas kippa, on disait calotte. Et ben moi je me souviens qu'on disait calotte. Mais évidemment. Aussi. Sans insulter cette communauté, pourquoi ne pas leur dire entrez dans nos règles, faites que la France soit plus riche encore, car vous leur apportez une culture, mais en respectant celle que vous avez adoptée. Mais c'est même pire que ça. Moi, je leur dis, parce que j'ai des gens avec qui je discute, et j'ai des gens qui m'écoutent et avec qui on échange. Moi, je leur dis, mais vous êtes venus ici justement pour quitter les défauts de la culture arabo-musulmane. Et vous avez bien raison, parce que, vous savez, on dit toujours le christianisme a un problème avec l'argent, le catholicisme a un problème avec l'argent, le protestantisme a un problème avec le sexe, vous savez, toujours ce qui est en partie vrai, en partie faux, peu importe. Et l'islam a un problème avec la liberté, en vérité. Parce que ça ne veut pas dire soumission pour rien. Et donc les gens qui viennent en France, c'est parce que l'islam a un problème avec la liberté. Et parce qu'ils veulent la liberté. Exactement. Vous savez, Lévi-Strauss, à la fin de Triste Tropique, on le cite jamais, dans les dernières pages de Triste Tropique, vous pourrez aller chercher, fait une comparaison entre le christianisme et l'islam. Et il dit pour l'islam, son problème, c'est qu'il néantise l'autre. C'est qu'il ne supporte pas l'autre. Et quand on dit l'autre, ça veut dire le non-musulman, ça veut dire la femme, ça veut dire l'étranger. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Bon. Donc ces gens-là, ils quittent les défauts de la civilisation arabo-musulmane. C'est pas pour les retrouver ici. C'est même une folie pour eux. Donc plus ils viennent ici et plus ils détruisent ce qu'ils sont venus chercher. C'est drôle parce que quand vous parlez, vous dites les mêmes mots qu'un garçon qui est venu à la même place que vous, qui s'appelle Walid Al-Husseini, qui a fui en fait la Cisjordanie pour justement parce que lui était homosexuel et apostat, et qu'il se disait, je ne sais pas s'il est homosexuel, peut-être qu'il n'était pas d'ailleurs, mais en tout cas apostat, et qu'il a été quasiment massacré, condamné à mort, et qu'il disait je choisis la liberté, et qu'il essaie aussi d'alerter ses coreligionnaires, ceux qui viennent du même endroit, pour leur dire la même chose. Vous savez, je vais vous donner une autre citation que je cite tout le temps, parce que vous allez comprendre les logiques. Je vous ai dit, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. C'est malgré eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a une phrase de Benjamin Constant que je cite tout le temps. Benjamin Constant, vous voyez, c'est 1800, 1820, donc il ne connaissait pas toutes nos problématiques. Mais il dit déjà, tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre, vous, moi, parce qu'on a en face de nous que des gens de même force. Donc chacun est libre d'adapter son comportement. Mais dès qu'on entre dans une masse, on n'est plus libre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est même malgré eux dans nos banlieues. Nous avons aujourd'hui, de ce que Boualem Sansal appelle des républiques islamiques en herbe. C'est malgré, d'ailleurs, il y en a qui fuient ça. Oui, c'est sans fin. Oui, parce que dans ces banlieues, il y a une nouvelle hiérarchisation qui se fait avec les patrons, qui sont les frères, les cousins, les pères, etc. Les caïds de la drogue, les caïds, et qui reprennent le pouvoir, et qui, comme les groupes islamistes, comme Boko Haram, qui revendiquent leur islam, alors qu'en fait, ils ne s'intéressent qu'à l'économie et souvent qu'au pognon. Non, mais il faut dire les choses très clairement. Vous savez, la religion, c'est à la fois beaucoup et moins que ce qu'on dit. Moins que ce qu'on dit, parce que vous avez raison, il y a toujours des considérations autres, il y a toujours des phénomènes matériels, l'argent, etc., le trafic de drogue, les subventions, les allocations, tout ça, vous avez tout à fait raison. Et puis l'orgueil de dominer dans une structure sociale, de s'imposer aux femmes, aux jeunes, aux vieilles, vous voyez, d'être le chef. Bon. Et puis, il ne faut pas... La religion, vous savez, Malraux disait qu'est-ce qu'une civilisation? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. C'est pas rien une religion. C'est-à-dire que tout s'agrège autour et ça donne une culture, ça donne une civilisation. Donc ces gens-là, ils sont aussi de cette culture, même si on me dit toujours ils connaissent rien au Coran, sans doute. Mais ça agit malgré eux. Moi, je crois beaucoup aux inconscients collectifs, etc. On est tous agis malgré nous. Et d'ailleurs, quand on parlera des élites françaises, vous verrez que fondamentalement, elles sont dans un christianisme dévoyé, mais un christianisme quand même. La fameuse formule. C'est-à-dire, vous voulez qu'on on développe ça parce que c'est intéressant. C'est très simple. Parce que je le pense aussi, donc je voudrais que vous le développiez. C'est très simple. C'est la formule, vous savez, de Chesterton qui dit « Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles ». Qu'est-ce qui se passe? Le christianisme vous dit, vous savez,
On connaît ça tous les deux, puisque le christianisme est au départ une subversion du judaïsme. Et au départ, on a un judaïsme qui a une dialectique entre un Dieu universel et un peuple qui dit c'est mon Dieu. Vous voyez, une dialectique compliquée. Oui, c'est compliqué, oui, c'est la fin pour tout le monde, mais c'est le nôtre. Exactement. Ouais. D'ailleurs, mais ce qui donnera d'ailleurs les tensions au sein même des Juifs, entre ceux qui disent non, il est plus pour nous, et ceux qui disent non, il est universel. Donc, une thématique juive classique, qui donne à un moment le christianisme. Le christianisme, saint Paul dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de romains, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, ils sont tous en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le message christique. Donc, l'amour subvertit la loi, et on doit aimer l'autre comme soi-même, vous connaissez tout ça. Alors, le christianisme arrive en Europe. Là aussi, il y a deux thèses. Est-ce que le christianisme a civilisé, adouci les grands féodaux venus héritiers des barbares qui avaient envahi l'Empire romain? Ou alors, la thèse de Spengler, je vous dis ça parce que j'ai lu enfin le fameux Déclin de l'Occident de Spengler que j'avais jamais lu. Je l'ai pas lu non plus. C'est un livre incroyable. J'ai jamais vu une culture pareille, mais bon. Non, c'est vraiment un livre incroyable. Et lui dit, alors ça va vous amuser, lui dit, c'est le contraire. C'est les grands féodaux du Nord, vous voyez, les germaniques, etc., qui ont changé le christianisme et qui en ont fait une religion plus dure, etc. Vous voyez, qui débouche sur les campagnes des Allemands les vers croisades, l'Est. etc., Vous avez tout compris. Voilà. Il y a deux thèses, mais peu importe. Aujourd'hui, on voit bien que le christianisme, c'est plutôt, par rapport à l'islam, par rapport à d'autres civilisations, c'est la civilisation la plus douce, la plus ouverte à l'autre, etc. D'accord. Vous voyez bien qu'à partir d'un moment où nos élites d'aujourd'hui sont à la fois complètement déchristianisées et en même temps tiennent un discours d'ouverture à l'autre, vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien que leur déchristianisation est fausse. Ils ont abandonné la doxa, ils ont abandonné la règle, la pratique de la religion, la foi, etc. Mais ils ont gardé le message. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous entendez nos élites soi-disant anti-chrétiennes dire il faut accueillir l'autre, mais on est dans la doxa. On est dans la doxa totale. Absolument, oui. D'ailleurs, le pape les entend, il dit la même chose que... Exactement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est une catastrophe. C'est les vertus chrétiennes devenues folles. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors là, on est vraiment dans la fin de l'Occident. Si vous parlez du pape, si le pape d'ailleurs qui a fait une déclaration la semaine dernière, si le pape va aussi dans ce sens-là, ça signifie qu'il y a tout un pan de notre civilisation qui en fait est en train de reculer devant une autre civilisation. Alors. Et au nom de ses propres principes. Oui, absolument. C'est là la folie. Oui, parce que c'est la démocratie, c'est l'ouverture à l'autre. Voilà, exactement. Vous avez compris. En fait, ça débouche sur le drame. Mais oui. Mais c'est toujours comme ça. C'est marrant, on est d'accord sur beaucoup de choses. Non, c'est toujours comme ça. Comment ça m'énerve. Quand vous voyez l'histoire, c'est toujours comme ça en vérité. Quand on pousse à bout ses propres principes, on va à la catastrophe. Il y a une formule. Alors vous allez me dire, j'ai une citation pour beaucoup de choses parce que j'adore ça. Je trouve que les grands écrivains ont dit beaucoup mieux que nous tout ce qu'on pense. Et là, on a le choix. Je vais vous dire. Soit on est fidèle à cette doxa et on meurt en étant en bonne santé, si j'ose dire. C'est-à-dire en étant fidèle à notre doxa. On meurt heureux. On meurt heureux, exactement. On meurt content. On meurt content. Bon. Ou alors, on choisit la formule de Lamartine que j'aime beaucoup, je vous dirai pourquoi il sort ça. Dans l'histoire des Girondins, il dit, à chaque fois qu'il y a une contradiction entre une théorie et la survie de la société, c'est que la théorie est fausse, car la société est la vérité suprême. Pourquoi il dit ça? Vous allez rire. Il commence un livre, on est en 1846-1847, il veut écrire un livre à la gloire des Girondins. Donc il commence à écrire ça, et il découvre qu'en fait les Girondins sont des nuls. C'est mon grand sujet de querelle avec Michel Onfray. C'est eux qui ont déclaré la guerre à l'Europe, ils sont incapables de la conduire, et que c'est Robespierre, le méchant, le jacobin, en fait, qui est en fait lui, va prendre au moins les mesures, même si on peut, vous voyez, et qui va sauver le pays parce qu'il ne sera pas vaincu. Et il finit par expliquer ça. Voilà pourquoi il dit ça. Donc on a le choix. C'est Bonaparte. Après, c'est Bonaparte. C'est Napoléon. Vous avez tout à fait raison. Qui dit exactement. Oui, qui dit qui ne fait pas la guerre, en fait, qui défend l'Europe et sa civilisation. Exactement. Voilà, vous avez compris. Mais alors qui va se lever aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer?
Bah, vous savez... Parce que moi, très honnêtement, je ne vois pas... C'est marrant parce que vous ne contestez pas ce diagnostic, c'est intéressant. Non. Parce qu'en général, j'ai des gens en face de moi qui disent « mais non, tout ça, c'est du baratin, ils ne peuvent pas... le grand remplacement, c'est un mythe, il n'y a pas de risque de subversion, même pas, ils vont vouloir vivre comme nous... » C'est même pas inscrire ça dans des titres, sous des titres comme le grand remplacement. C'est voir une situation qui est une situation qu'on vit au quotidien. Oui, je suis d'accord. On la vit jour après jour. Moi, j'ai fait, il y a 20 ans, un film qui s'appelle Antisémitisme, la parole libérée, où je disais simplement, attention, il y a en banlieue des imams autoproclamés qui engagent nos gosses, arabo-musulmans, je disais nos enfants, en plus les enfants de la République, pour les envoyer au djihad. Mais que n'ai-je dit? Je me suis fait... C'était il y a 20 ans. Et depuis, je n'ai vu qu'une avancée comme ça. Parce que vous avez pris le problème il y a 20 ans. Il aurait fallu le prendre, et que je ne vous dise pas de bêtises, il y a 40. Je vous explique. Ça, je m'en suis rendu compte en écrivant Le suicide français. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez d'il y a 20 ans, donc dans les années 90. C'est ça. Et vous parlez d'antisémitisme dans les banlieues. En fait, 2000, oui. 18. Alors, vous avez tout à fait raison. Sauf que, pourquoi je vous dis il fallait le prendre, le problème, 20 ans plus tôt? Je vous explique. Parce qu'en fait, tout a commencé 20 ans plus tôt. Giscard autorise le regroupement familial dans les années 75-76. Que tout le monde trouve très bien. À l'époque, tout le monde trouve très bien. Moi en premier, d'ailleurs, on se dit c'est merveilleux. On va pouvoir humain. Oui, on est humain. Oui, bien sûr. C'est comme quand on nous dit il faut faire venir les enfants de Daesh. On dit mais qu'est-ce qu'on va laisser des gosses de 15, 5, 6 ans? Vous vous souviendrez maintenant de ma phrase de Lamartine. Oui, absolument. C'est terrible. C'est terrible parce que j'en frissonne. Je sais. Parce que pour diriger un pays, l'emmener là où il faut, il fait d'une telle violence et d'une telle dureté. Vous savez que Richelieu dit ça. Richelieu dit, vous verrez dans mon livre, je le cite, Richelieu dit exactement ce que vous venez de dire. Il dit il y a la morale publique et la morale privée. Oui, vous êtes très potes. Parce qu'il dit il y a la morale publique et la morale privée. Et il dit ceux qui veulent mettre leur morale privée dans la morale publique sont des criminels et détruisent le pays. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire. On s'arrête 2 minutes parce qu'il y a une pause publicitaire, vous avez l'habitude. Alors je reprendrai après. Et après on reprend sur la morale publique et la morale privée. Ne bougez pas. Sur la morale privée, morale publique. Oui, alors, allons-y. Non, alors, ce que je vous disais, c'est que, je vous citais Richelieu, je vous disais, il y a la morale privée et la morale publique. Et ceux qui essayent de mettre la morale privée dans la morale publique sont le plus souvent ceux qui vont provoquer des catastrophes. C'est la force des grands dirigeants, c'est de mettre de côté leur morale privée. De Gaulle, qui humainement n'est pas vraiment sympathique. Non, c'est un type dur, c'est un type fort. Et alors j'ai lu... Winston Churchill n'est pas non plus un gamin. Tous ces gens-là... Vous disiez ça parce que j'ai lu récemment, je vous citais Joseph de Maistre au début de notre conversation, et j'ai lu qu'il y avait une phrase de Joseph de Maistre que De Gaulle aimait beaucoup et qui explique tout sur l'Algérie en particulier. Il disait une politique ne doit pas être jugée à l'aune de ses victimes, mais à l'aune des maux qu'elle épargne. Ouais. Et c'est une phrase terrible quand on connaît nous l'Algérie. On voit plutôt les victimes et on voit... Bon, passons. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Vous me disiez, l'antisémitisme, il y a une vingtaine d'années, vous avez tout à fait raison, dans les banlieues, etc. Sauf que il faut revenir encore en amont, 20 ans plus tôt. Je disais regroupement familial. Et on se disait tous les deux, ah oui, mesure humaine, évidemment, c'est pauvres. Les enfants de Daesh, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Non, mais là, même à l'époque. Ouais. Les types, ils étaient venus bosser chez Renault, chez Peugeot. Évidemment qu'il fallait venir leurs femmes, leurs enfants. C'était humain. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Ce regroupement familial a provoqué des heurts, des vols, des violences, dès la fin des années 70. Je vous dis ça parce que dans mon précédent livre, Le suicide français, j'avais retrouvé les journaux de l'époque, les années 78, 79, 80. Tout de suite, il y a des heurts terribles entre ces jeunes venus d'Algérie, du Maroc, etc. et les Français de souche qui vivent encore en banlieue. Il faut se souvenir, ils vivent encore en banlieue, tous ces gens. Et qu'est-ce qui se passe en 80-81 avec l'aide des autorités, avec les premières émeutes, les Français de souche sont chassés. C'est eux qui subissent avant
les conséquences du regroupement familial. C'est les Français de souche qui sont chassés des banlieues. On le dit jamais. Et c'est pour ça que je vous ai repris quand vous m'avez parlé de l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme, mais dans les années 90, 2000, mais dans les années 70, 80, ce n'est pas de l'antisémitisme. Et à l'époque, la gauche, les élites de gauche, les élites juives de gauche, vous savez, j'ai écrit beaucoup pour les critiquer, etc. Je suis en grand combat avec BHL et tous les autres, avec Attali et tout ça, parce que je pense qu'elles ont une responsabilité terrible. On traitait ces Français de choses qui étaient victimes de racistes, de pétainistes, de fascistes. On a évoqué la mémoire de Vichy, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est cette culpabilité occidentale qui déteint sur les élites. Oui. Exactement, et qui est reportée contre les vraies victimes, les classes populaires de Français de souche qui ont été les premiers attaqués. Et moi, je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps parce que je crois que c'est important pour ne pas être injuste vis-à-vis de ces gens, parce que c'est quand même la moindre des choses, et surtout pour ne pas croire qu'on a un affrontement entre arabes et juifs. Pas du tout. C'est ridicule, ça. C'est vraiment un truc qui est plaqué sur quelque chose de beaucoup plus profond. Je suis tout à fait d'accord. Et les élites juives. Mais si vous dites ça aujourd'hui à des journalistes qui vous interviewent habituellement, ils s'énervent, ça les énerve. Ça les énerve, comment vous dire? Ça les énerve parce qu'ils ne connaissent pas la situation de l'intérieur. Ça les énerve triplement. Parce qu'ils trouvent scandaleux qu'on dise que l'antisémitisme vient uniquement des couches maghrébines et islamisées du pays. Ils veulent croire encore qu'on est dans l'affaire Dreyfus et qu'il y a encore une bourgeoisie, une aristocratie antisémite. Ce qui est quasi faux. Mais évidemment. En tout cas, c'est plus un problème politique. Mais c'est plus un problème politique. Voilà. Ça peut être un problème personnel. Oui, il y a des antisémites en France depuis. Voilà. Il y a eu des collabos. Il y a des gens qui n'aiment pas les uns, les autres. Absolument. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. En revanche, ce n'est plus un problème politique. La grande masse, le grand danger, il est là. Mais évidemment. Bon. Deuxièmement, ils ne veulent pas en parler. Le truc. Oui, c'est là. Et troisièmement, ils estiment, et alors là, c'est du pacifisme, tout bêtement, c'est-à-dire qu'ils estiment que si on n'en parle pas, la catastrophe n'arrivera pas. Vous savez, si on pouvait être ironique, on dirait que les journalistes se prennent pour Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Dieu dit que la lumière fut et la lumière soit. Donc les journalistes se disent, si on dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien. Voilà. En fait, ils ne nous mettent pas en garde. Mais ce qui est terrible, c'est que là où ils sont dangereux, où je trouve que cette élite et que cette façon de faire la presse... Moi, je vois, par exemple, il y a des événements à Gaza. Il y a la barrière de Gaza, les Israéliens, Tsahal. Quand je lis la presse française, je suis un peu dégoûté quand même, parce que la vision qu'ils donnent de ce conflit est une vision unilatérale, comme s'il y avait des fachos d'un côté et des âmes tranquilles, alors que le régime du Hezbollah est un des régimes les plus violents qui existent sur la planète. Mais vous savez, vous devriez aller au-delà. Tout est comme ça. Quand ils traitent la Russie de Poutine, c'est la même chose. Il y a les gentils et les méchants. Poutine est toujours dans les méchants. Toujours. Quand ils traitent les États-Unis, il y a les gentils et les méchants, et Trump est toujours dans les méchants. Parce que Poutine, il est exactement dans ce dont on parlait tout à l'heure. Dans ce combat de civilisation. Voilà. Et en plus, il prend le parti de la Syrie. Vous comprenez, donc parce qu'il y a les islamistes en face. Et donc il fait le choix, plutôt que d'avoir ce bordel qui a suivi le printemps arabe. Exactement. Et le bordel qui a suivi l'intervention américaine en Irak, soutenue par les Israéliens. Les Israéliens ont fait d'énormes erreurs géostratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont détruit... ils ont poussé les États-Unis à détruire leur ennemi irakien, Saddam Hussein, et les Syriens, et ils ne se sont pas rendus compte que ça permettait aux Iraniens... Derrière, il y avait tous les vrais voyous qui arrivaient. Ils crient en disant « Oh là là, mais l'Iran, qu'est-ce qu'il est puissant !» Bah oui, mon coco, mais c'est peut-être toi qui as aidé à le rendre puissant. Donc, vous voyez, ça, c'est des erreurs géostratégiques. Mais pour le traitement de la presse française, il faut bien que vous compreniez qu'au-delà, je comprends, vous êtes plus sensibilisé par l'Israël, parce que vous y vivez en partie, mais je vous assure que c'est un problème global. Et d'ailleurs, moi, je me bats contre les médias français, parce que quand ils attaquent, par exemple, les fameuses fake news sur Internet, moi, je leur dis, mais c'est vous, les plus grands producteurs de fake news. J'étais à Tel Aviv, chez moi, en train de dîner, avec mes enfants, et tout d'un coup, j'ai entendu une sirène. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était le mercredi. Et tout d'un coup, j'ai entendu boum. Et j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, quand même, c'est curieux. Le lendemain, personne dans la presse française. Je sais. Imaginez-vous un scud qui arrive au-dessus de Paris et qui fasse boum.
On ferait la guerre ou on ferait pas la guerre? On enverrait l'armée ou on n'enverrait pas l'armée? Je vous dis, il y a plusieurs choses. On va me traiter de facho. Non, mais je vous dis, il y a plusieurs choses. Je comprends très bien. Chaque État défend ses intérêts. Et ça, la presse, si vous voulez, comment vous dire ça? C'est pour ça, c'est au-delà du cas israélien. On est dans une logique de morale. Ça nous ramène à notre discussion sur Richelieu. En vérité, depuis 3-4 décennies, je crois que c'est Marcel Gauchet qui, le premier, vous savez, il avait fait un texte magnifique en 80 sur les droits de l'homme ne sont pas une politique. Je crois que c'est le premier. Ensuite, il y a eu Régis Debray qui a fait un livre là-dessus. Enfin, vous voyez, les premiers grands esprits à avoir compris ça, ce sont eux. En fait, qu'est-ce qu'ils disaient? Déjà la même chose que Richelieu. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on croit qu'on va faire de la politique avec la morale. Avec des bons sentiments. Exactement. Ouais. Et ça ne marche pas. Non. Sauf que les médias français, en particulier occidentaux en général, regardez comme les Américains... Oui, ils commencent. C'est la même chose. Ils commencent. Eh bien, les médias occidentaux font de la morale. En fait, en vérité, je vais vous dire, je pense ça depuis longtemps, nos médias sont les prêtres d'aujourd'hui. Oui, ils sont les prêtres d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils viennent en chair, ils tonnent et ils font la morale à tout le monde. Et ils s'étonnent que les gens se détournent de leurs églises. C'est exactement la même chose. Les gens en ont soupé de leurs leçons de morale. Oui, d'entendre des conneries toute la journée, c'est fatigant. Oui. Des leçons de morale. Oui, parce que les gens, eux, vivent au quotidien les choses. Et ils se rendent compte de ce qui se passe. Vous avez et ils se rendent compte, dès qu'ils ouvrent un petit peu les yeux et qu'ils voient le reste du monde, que ça ne se passe pas exactement comme on leur dit. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut trouver des exemples similaires? Vous parlez de Napoléon dans le bouquin. Et j'ai trouvé qu'il y avait... Avant, en fait, qu'il attaque ces grandes campagnes, il était dans une situation un peu similaire à celle à laquelle... On fait souvent, nous, référence aux années 30, et moi, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller jusqu'à Napoléon. Est-ce qu'à ce moment-là, lui, qui prend des décisions définitives, il entre en guerre, il part, il va se battre contre les Russes, il va se battre contre les Anglais, il va se battre contre tout le monde, est-ce que, justement... Il ne fait pas là ce que devraient faire nos dirigeants, je ne dis pas en déclenchant la guerre, mais en tout cas une guerre qui soit une guerre de réflexion, une guerre médiatique, une guerre économique. Est-ce que on ne devrait pas faire ça, par exemple, contre les Iraniens, auxquels on serre la main, auxquels on embrasse la main, alors qu'on sait qu'ils sont en train peut-être de préparer la bombe atomique et de détruire le monde un jour? Moi, je ne suis pas sur cette ligne. Je vais vous expliquer. Si vous me lancez sur Napoléon, allez-y. Je peux passer la nuit, je suis intarissable, je pourrais écrire des livres et des livres sur Napoléon. C'est vraiment le dieu de mon enfance et ça allait rester en quelque sorte. Bon, c'est évidemment un type qui prend les décisions. Je crois expliquer d'ailleurs dans le livre pourquoi il le fait, comment il a un siècle d'avance sur tout le monde, comment il a compris que la France, qui était la Chine de l'Europe et le pays le plus grand du continent et donc dominateur, était en train de devenir un nain. Il a compris ça un siècle avant tout le monde. Il a compris que les États-Unis arrivaient, que la Chine arrivait, vous voyez, etc., etc. Donc, et que son idée d'empire français, c'était uniquement pour mettre la France à la mesure du monde qui arrivait. Il a échoué. N'en parlons plus. Maintenant, on court après avec l'Europe, etc. Maintenant, pour le problème iranien, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les Israéliens ont fait une très grave erreur géostratégique en soutenant la décision américaine de détruire l'Irak et de détruire, puis de laisser détruire la Syrie, qui étaient leurs premiers ennemis. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un plus gros ennemi derrière qui arrivait et qui était l'Iran et qui maintenant étend son influence et son hégémonie sur le croissant chiite, et qui est le vrai ennemi, en plus avec apparemment, si je comprends bien, d'un Hezbollah qui est une vraie armée très très dure à vaincre, etc. Qui est la vraie complication des Israéliens, mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut d'autant plus juger leur erreur stratégique au départ. Maintenant, vous me dites l'Iran. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Iran est une gigantesque civilisation, 3000 ans de civilisation, la Perse, etc. Et que, vous savez... Le général de Gaulle se faisait moquer quand, à l'époque de l'URSS, il disait la Russie. Et il disait la Russie avalera le communisme comme le buvard avale l'encre.
Moi, je pense la même chose pour la République islamique. Je pense que la Perse éternelle avalera la République islamique. Oui. Exactement. Oui, et que les Israéliens ont, mais bon, c'est mon avis, hein, je ne suis pas à leur place et je ne me permets pas d'être à leur place, mais je pense que l'Europe, en tout cas, les Français, en tout cas, ont raison, même si c'est critiqué en Israël, ont raison de ne pas se braquer contre l'Iran, contre la Perse. Parce que, vous savez, vous avez vu, qu'est-ce qui reste aux Israéliens comme stratégie alternative? Ils s'allient à l'Arabie Saoudite. C'est ça l'alliance d'aujourd'hui. C'est l'Arabie Saoudite et Israël contre l'Iran. Moi, l'Arabie Saoudite, pour moi, je vois comme celle qui fabrique des écoles coraniques partout en Europe et partout en Afrique. Et depuis des décennies. Et depuis des décennies, merci, exactement, qui est en train de salafiser des millions, des dizaines de millions de musulmans qui vont se retourner contre nous en Europe. Moi, je vois ça d'abord. Il faut aller en Afrique, écouter les prêches des imams de l'Arabie Saoudite pour se dire... Un jour, moi, j'ai vu un prêche comme ça qui était sous-titré en anglais. J'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était un sketch. Tellement c'était d'une violence ahurissante. Et ils sont en train de monter les jeunesses africaines et européennes contre leur père. Absolument. Et donc, si vous voulez, pour moi, l'Arabie Saoudite est un bien plus grand ennemi que l'Iran. Bon, mais je ne suis pas, encore une fois, je vois du plan français et pas du plan israélien. Je ne me permets pas. Ouais. Mais je suis... Enfin, il est difficile aujourd'hui d'être allié de l'Iran, donc les Israéliens font un choix mais j'ai bien compris qui est tout le ça, leur, et puis peut-être qu'ils basculeront à un moment donné. François Ier s'est allié... Non, mais la résolution du problème iranien viendra, de mon point de vue, de la rue iranienne, ce qui a failli se produire il y a quelques années, qui a été détruit dans le sang, mais à mon avis, ça viendra de la rue iranienne. J'espère, en tout cas. On verra. Donc, on repart. Alors, Napoléon, on continue sur Napoléon, qui se retrouve face à cette situation et qui réagit, lui, d'une façon auquel nos présidents n'ont jamais pensé. Ni Sarkozy, ni évidemment Hollande. Napoléon, c'était quelqu'un qui décidait tout le temps. Une machine à décider. Et c'est une machine à imposer ses décisions. Et c'était quelqu'un qui utilisait la guerre comme moyen de résoudre les questions politiques. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. Depuis 1945, on estime que la guerre doit être interdite, faut dire que la guerre, si vous voulez, a pris des proportions gigantesques depuis la guerre de 14. C'est-à-dire que la guerre est devenue industrielle et maintenant, avec la bombe atomique, on peut détruire la planète, ce que ne pouvait pas Napoléon. Donc, vous voyez, le contexte n'est pas le même, il faut reconnaître. La guerre doit être hors la loi, mais comment la faire tenir hors la loi? Voilà, vous avez tout compris. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Maintenant, on va parler un peu d'autres sujets qui fâchent un peu. Le féminisme. Parce que vous en parlez dans votre livre. Oui. Le féminisme. Vous le critiquez un petit peu, ce grand mouvement, oui, un peu beaucoup, ce grand mouvement féministe. C'est-à-dire que vous ne critiquez pas évidemment le fait que l'homme et la femme soient égaux en droit et en devoir. En droit et en devoir. Mais vous expliquez, et d'une façon assez intéressante, que en fait, notre génétique nous amène là où nous sommes, dans notre rapport entre l'homme et la femme. En fait, qu'est-ce que le féminisme? Moi, j'essaye de partir du départ. Le féminisme, c'est résumé par la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Or, je pense exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on devient femme parce qu'on est né femme. Et comme on devient homme parce qu'on est né homme. Et c'est pas le fait qu'il y ait des minorités, vous voyez, les homosexuels, les fameux transgenres qui sont... une poignée et qu'on met en avant, etc., pour dire, mais vous voyez, il n'y a pas de logique biologique, etc. C'est faux. En vérité, globalement... C'est une minorité. Ensuite, il faut les respecter. Ça, c'est bien sûr, il faut les respecter. Mais bien sûr, il ne reste qu'un lambda. Voilà, donc c'est pas là-dessus qu'on... Or, tout le discours féministe militant repose sur ces marges pour pouvoir subvertir la norme et la majorité. Vous comprenez, c'est toute une stratégie très habile d'ailleurs. Donc le féminisme pour moi est depuis le départ une volonté de sortir de son animalité. C'est-à-dire en gros, je pense que les féministes, comme beaucoup de philosophes d'ailleurs occidentaux, veulent oublier que l'homme est d'abord un animal. Est d'abord un animal sexué. Et c'est une volonté de nier la différence sexuelle entre les hommes et les femmes, les fameux genres. Vous avez vu, maintenant, on n'est pas différent par le sexe, mais par le genre. Moi, je crois le contraire. Mais est-ce que je crois le contraire, c'est important. Oui, allez-y. Je crois le contraire. Je crois qu'il y a une différence fondamentale. La différence fondamentale est entre les hommes et les femmes, et non pas entre les genres. Donc, vous voyez, c'est un désaccord de fond. Et à partir de là, les féministes sont amenés à de plus en plus
de moyens de coercition pour imposer leur vision. C'est pour ça que je compare ça à un totalitarisme communiste. Éric, on part de si loin. Est-ce qu'il ne faut pas passer par là? Il ne faut pas passer par cette violence du féminisme pour que les femmes qui ont été tellement massacrées, tellement... Mais c'est faux. Et qui continuent à l'être. Ben voilà, c'est ça qui est faux. Mais non, mais parce qu'il y a la force physique des hommes en face d'elles. En fait, si vous voyez, je ne pense pas qu'il y a eu un grand soir patriarcal et que les hommes aient fait un coup d'État un jour, il y a des millions d'années, pour imposer leur pouvoir sur les femmes. Je n'y crois pas. Je pense au contraire, et les livres que je lis, les livres de biologie, me confortent plutôt dans cette idée-là, c'est qu'il y a des millions d'années, en vérité, les femmes ont choisi certains types d'hommes parce que l'environnement était très dur. Vous voyez, on pouvait se faire tuer. Vous voyez, c'est la guerre du feu. Les femmes ont choisi les hommes, oui. Donc les femmes ont choisi des hommes les plus forts, les plus vigoureux, les plus impérieux, pour pouvoir protéger leur progéniture. Oui, mais certains ont abusé de cette situation. Mais bien sûr. Mais sauf que ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre. Le patriarcat n'est pas un coup d'État. Il y a un équilibre voulu par les hommes et les femmes, et il y a ce qu'on appelle la sélection. Moi, je suis darwinien. Je pense que Darwin a raison et que la sélection a choisi le meilleur pour l'humanité. Sinon, l'humanité serait morte. Donc, c'est ça qui est arrivé. Alors là, et si vous voulez, les femmes n'ont jamais été victimes. Les hommes ne sont pas plus victimes que les femmes. C'est l'humanité qui est arrivée comme ça parce qu'il fallait répondre à des situations extérieures terriblement angoissantes et terriblement mortifères. Je vais faire une citation très importante. Vous aimez les citations d'OSS 117 qui dit « Les hommes et les femmes sont égaux à un moment jusqu'au moment où il faut porter un colis lourd ». Je connais très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que cette force physique de l'homme a été une nuisance pour les femmes en permanence. Elles n'ont jamais pu se défendre contre ceux qui le voulaient, les frapper, les cogner, les massacrer et leur faire du mal. Bien sûr. Donc cet excès du féminisme répond à ça. Oui, mais en même temps, c'est cette force des hommes qui les a protégés en faisant la guerre et en risquant sa vie à la guerre. Moi, il y a un équilibre, vous comprenez. J'ai lu, puisque vous vivez à la moitié en Israël, j'ai lu un livre absolument extraordinaire de Van Creveld, je crois, un officier israélien qui est un intellectuel très brillant et qui a écrit un livre sur les femmes et la guerre. Et il a une phrase absolument incroyable. Sa mère qui lui dit, il dit à sa mère, quand est-ce que les hommes ne feront plus la guerre? Et sa mère lui répond, quand les femmes n'aimeront plus les vainqueurs. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux de ce paradoxe, voyez, entre les hommes et les femmes. Et Dieu, Éric Zemmour, Dieu dans tout ça. Dieu dans tout ça. Mais c'est très important parce que le 21e siècle sera religieux, il ne sera pas. Bah ça, on remarque ça, au moins. Au moins, là, lui, il avait quelques décennies d'avance, il a bien vu les choses. Exactement. Est-ce qu'on va s'en sortir avec Dieu? Est-ce qu'on va arriver à faire en sorte qu'il soit à la place où nous sommes et qu'il reste à la place où il doit être? Vous savez, c'est une question importante que vous posez là, parce qu'on peut dire, et il y a du vrai là-dedans, que si l'islam prend la place qu'il occupe aujourd'hui en France et en Europe, c'est parce que le Dieu chrétien y a été chassé et éliminé. Et bafoué, oui. Et exactement, la nature a horreur du vide. Je pense qu'il y a effectivement, là vous avez raison, un besoin de spiritualité qui n'est plus satisfait en Europe et en Occident, où on s'est complu dans un matérialisme vulgaire et hédoniste. Hein, c'est le marché, quoi. Hein, je ne fais pas un numéro là-dessus. Dieu n'existe plus. Maintenant, c'est les tennis Nike qui sont le nouveau Dieu. Exactement. Et surtout, on ne parle pas de nos croyances. On est d'accord. Voilà. Bon. Et donc là, je pense effectivement que on va aller vers un retour de Dieu, et un retour de Dieu belliqueux. Vous savez, pour reprendre notre conversation de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est le vieux combat entre l'Occident et l'Orient. Combat qui a commencé, avec Alexandre qui conquiert, qui va jusqu'à l'Inde, etc. Je pense que l'Orient n'a jamais cessé de prendre sa revanche, et l'Occident, etc. Vous voyez, il y a des allers-retours. Vous parliez de Bonaparte tout à l'heure. C'est lui qui lance l'offensive contre l'Orient moderne en 1798 avec son expédition d'Égypte. Et après, il y a les colonisations, etc. Aujourd'hui, nous vivons le reflux de ça. C'est-à-dire que nous vivons l'offensive de l'Orient contre l'Occident. C'est le début de notre conversation. Et
l'Orient a comme étendard l'islam. Oui, ça aurait pu être autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a une double offensive si on ferme notre conversation du début avec la Chine et l'islam. Vous voyez, c'est l'Orient qui prend sa revanche sur l'Occident. Si on veut voir loin et voir large, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, soit l'Occident se soumet. Vous savez, c'est le mot de Senghor que j'aime bien. Quand on l'embêtait avec la colonisation, il disait à ses amis africains, il disait, pour être colonisé, il faut être colonisable. Et on peut dire ça. On peut dire que la France et l'Occident... C'est une phrase terrible, hein, oui, c'est une phrase terrible parce qu'elle résume tout ce qu'on vient de se dire. Et elle résume la situation dans laquelle on vit. Donc peut-être qu'on est colonisable et que comme l'Empire romain à la fin, on attend les barbares. Peut-être que c'est ça. C'est possible. Hein. Et que, alors soit il y a ça, bon, et il nous arrivera ce qui nous arrivera, et on sera submergé, et on sera islamisé, et on sera dominé par la puissance hégémonique chinoise, et puis par le nombre musulman, ou alors... On se rebellera, on se réveillera et l'Occident chrétien puisera dans son tréfonds une volonté de survie et de Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas craindre, même en France, une sorte de guerre civile, une opposition entre des forces qui sont... ce qu'on voit un peu en ce moment avec les gilets jaunes, les excès des gilets jaunes. Mais moi, vous savez bien que ça fait des années, si vous me lisez, ça fait des années que je dis, et d'ailleurs, je me suis amusé de voir que quand il était président de la République, François Hollande a dit la même chose, vous savez, dans son fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça à des journalistes du Monde ». Hollande dit « tout ça finira par une partition ». Hollande. Une partition, vous imaginez? Moi, je pense... président qui parle de diviser la France en deux. C'est ahurissant. Mais déjà, la France aujourd'hui, c'est une peau de léopard. Vous savez bien que vous regardez dans tous les coins de la France, il y a des... Voilà, exactement. Donc c'est une peau de léopard. Donc il va y avoir... Moi, je ne crois pas à une partition. Je pense qu'il va y avoir des sécessions et donc des affrontements, ce que vous appelez la guerre civile. Mais je dis ça depuis des années. Houellebecq. C'est pire que Houellebecq. Parce que vous avez vu, Houellebecq, comme il est malin, il s'arrête en route et il dit que ça va se passer bien. Ouais, tout le monde va voilà, exactement. On va avoir un gouvernement, les hommes seront contents parce qu'ils auront plusieurs femmes, etc. Mais c'est un gros malin, Houellebecq. Il dit les choses et puis après, hop, il s'arrête, il se reprend aux branches. Donc moi, je pense que ça va être beaucoup plus sanglant que ce que dit Houellebecq, et parce que l'histoire est tragique. Est-ce que Macron peut faire quelque chose contre ça? Est-ce qu'il a la force de réaliser ça et de s'y opposer? Alors, vous posez deux questions en vérité. Parce que je pense qu'il est... Je ne sais pas, je le connais très peu. Je ne le fréquentais pas quand j'étais journaliste politique, puisqu'il n'était pas dans le monde politique traditionnel, donc je le connais très peu, et il ne me fait pas de confidence, et je ne suis jamais à l'Élysée depuis qu'il est président. Donc, vous voyez, vu son action, je pense qu'il a compris quelque chose. Je pense qu'il a compris quelque chose. Puisque vous savez que, je vous vais très vite, mais vous savez que tous les moindres délits aujourd'hui remontent place Beauvau et à l'Élysée. Tout. Et comme m'a dit un ancien conseiller de Hollande, quand on est à l'Élysée et qu'on voit toutes ces fiches qui arrivent, on a l'impression d'être dans le pays en guerre. Et vous vous souvenez, Colomb, qui quand il quitte place Beauvau, dit tout ça finira par une guerre civile. Hein, les gens côte à côte finiront face à face. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils voient. C'est terrifiant ce qui se passe en vérité dans tous les quartiers. Dits sensibles, interdits, etc. Donc je pense qu'il a compris ça. Oui, il a pris conscience, mais qu'il ne fera rien. Il ne fera rien tout simplement. Il a quand même appelé les militaires là pour les gilets jaunes. Oui, mais c'est les gilets jaunes. Oui, mais c'est les gilets jaunes. Contre les gilets jaunes, on est dur. Contre les banlieues, on est mou. C'est toujours la même chose. Ça fait des années que ça dure. Parce qu'on a peur des affrontements, parce qu'on a peur des morts, parce qu'on a peur de l'image de la France. Vous pensez que l'armée va rentrer dans les banlieues et va essayer de rétablir la démocratie et la normalité? Non, je pense pas. Dans certaines, en tout cas. Non, je ne pense pas. Je pense que pour l'instant, jamais. C'est foutu. Je pense que ça va c'est jamais foutu dans l'histoire, mais je pense que ça va continuer de se dégrader. Je suis certain que Macron n'aura jamais l'audace de renverser la table là-dessus. Il y aurait des mesures à prendre, il ne les prendra pas. Et l'extrême droite, on a Hollande qui a dit l'extrême droite va prendre le pays. Moi, j'y crois pas. Je pense que en France, Marine Le Pen ne sera jamais élue, qu'elle est inéligible pour des tas de raisons, pour des défauts personnels, pour des défauts qui la dépassent aussi. D'ailleurs, il faut être honnête, c'est-à-dire son nom, l'espèce de fantasme antifasciste qui perdure dans une certaine gauche. Je pense que là, on est dans une impasse politique. Tout à fait d'accord avec vous, mais on en reparlera, Eric, avec parce plaisir. Que j'en ai pas fini avec vous. J'avais plein de questions que j'ai pas eu le temps de poser. On va revenir. Voilà, c'était donc Eric Zemmour dans Édition Interdite. Il pose les vraies questions, encore une fois. Je pense qu'il faut réfléchir et son bouquin Destin français développe
Et je répète encore une fois, il est bon à l'oral, mais il est encore meilleur à l'écrit. Voilà. À dimanche. Merci.